Il n'y a que ça. C'est ma seule diapo et c'est ma seule idée. Isabelle est ma collègue de bureau et je savais que ce serait brillant, donc sur une norme, donc j'ai tout misé sur l'image. Alors, juste sur le PowerPoint, comme je l'ai terminé là, je vais redécouvrir avec vous une diapositive. Avant d'entrer dans le vif du sujet, tout de même, mon propos n'est pas anti-comparatif ou anti-comparaison. J'ai envie de sortir vivant de cet amphithéâtre et d'avoir encore des collègues qui me parlent. Ce n'est pas du tout l'objet de mon propos. Je vais assez peu parler des comparaisons qui sont menées par les chercheurs, par vous et moi, et plutôt vous parler des comparaisons internationales qui sont produites par des organismes publics, parapublics ou de conseils, ce qui n'est pas de la recherche pure, même si probablement une partie de mon propos peut s'appliquer aux chercheurs également. Ça va de le dire quand ce sera le cas. Alors, là, je vais vous faire le récit d'une recherche qui est en train de s'achever. J'ai commencé il y a 2-3 ans, mais plus comme un hobby, c'est pas le cœur de mes... Enfin, un hobby, c'est un peu... C'est pas le cœur du tout de mes recherches, mais ça part d'un constat qui est celui d'une frénésie comparative, internationale, on pourrait dire, dans le débat public. Ceux d'entre vous qui s'ennuient déjà, ou qui vont bientôt s'ennuyer, qui vont aller sur Le Monde, Le Figaro, Libé, Le Œuf, ou je ne sais quoi, vous allez probablement regarder et trouver des comparaisons internationales, il y en a tous les jours. Vous en entendez à la radio, vous envoyez à la télévision, vous ouvrez n'importe quel rapport public, il est toujours fait état de comparaisons internationales. C'est quasiment systématique. Et pour tout vous dire, l'origine vraiment de ce travail, c'était un jour où je regardais le public, ça m'arrive, ça ne devrait pas. Et un sénateur prend la parole, il s'attaque au gouvernement en disant il y en a marre de toutes ces comparaisons, toujours l'Allemagne, ça suffit de se comparer, soyons la France. Il commence son propos comme ça, et 2 minutes après, il dit d'ailleurs les Grecs, ils font comme ça, et les Norvégiens aussi, il faudrait bien s'en inspirer. Donc, comme si c'était inéluctable dans l'argumentation politique, dans le débat public plus généralement, de faire référence à la comparaison internationale. Donc ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, d'où ça vient. Alors, il y a quelque chose d'assez instinctif dans l'explication, c'est que c'est évidemment lié à une dynamique plus large selon laquelle la gouvernance, les politiques publiques devraient être pas dirigées, mais guidées, pardon, par des données probantes, par des preuves, et plus idéologiques. Elles devraient être a-idéologiques. Ça s'inscrit dans un processus plus large que je ne vous ferai pas le temps de commenter, qui est celui de rationalisation, un processus de Weber. Et ce que je vais essayer de montrer, c'est que dans ce que Joël Best appelle Stat Wars, et qui donc accompagne ce processus de rationalisation en termes rhétoriques, les comparaisons internationales, elles sont des super statistiques, elles sont des super armes. J'appelle ça ailleurs des armes létales. Ici, je crois, dans le texte que vous avez reçu, j'ai parlé d'armes de gros calibre, donc je vais essayer d'expliquer pourquoi. Et c'est ça qui explique, à la fois cause et conséquence, l'omniprésence dans le débat public. Rapidement, le terrain et l'objet, je travaille sur les politiques de santé, donc je me suis appuyé sur les politiques de santé pour mener ce travail. Je sais que ça n'intéresse pas tout le monde ici, loin de là, donc je ne vais pas du tout rentrer dans les détails techniques des politiques de santé. Et puis sur plusieurs pays en fait pour mener ce travail, mais ça n'est pas une comparaison. J'ai pris 3 pays assez improbables, la France parce que j'habite là, ça rejoint ce que disait le sous-passé où se cacher. Ce que vous disiez tout à l'heure sur le choix des pays, la Malaisie et Taïwan, parce que je travaille dessus sur un autre sujet. Mais il se trouve que la Malaisie et Taïwan font un usage extensif des comparaisons, pour Taïwan pour des raisons géopolitiques, elle veut exister dans le monde. Et la Malaisie a décidé de dépasser la France d'ici 2020 en termes de PIB, on est sa référence systématique. On verra.
Wawassan, Wawassan 2000. Voilà, voilà. Alors, il y aura deux parties dans mon propos. La première qui va consister à vérifier ce qui est, enfin vérifier, contester plutôt, ce qui est affiché, ce qu'on pouvait supposer, ce qui est affiché comme l'objectif des comparaisons dans le débat public, c'est-à-dire d'améliorer les dispositifs publics, les politiques publiques. Je vais contester la faisabilité de cette chose. Donc c'est là où je suis un peu anti-comparatiste. Et puis dans la seconde partie, j'expliquerai, si c'est pas ça, une explication, où elle est cette explication. Alors, effectivement, quand on interroge un peu les acteurs publics et politiques, quand on ne se connaît pas, donc quand on parle la langue de bois, ce qu'ils vont vous dire, c'est qu'on fait des comparaisons internationales, on cite des comparaisons internationales, on va mobiliser des comparaisons internationales, parce qu'on a l'intention d'améliorer nos dispositifs publics, nos politiques publiques. Alors, tout ça, c'est une importation, ou une exportation, je sais pas, d'une logique qui, à l'origine, provient de la médecine. Alors, je parle pour la santé, mais là, pas que, hein, parce que ça s'est étendu ensuite à d'autres secteurs, et ça part de la santé publique. Ceux qui travaillent sur l'éducation, vous allez voir, vous connaissez ça aussi, vraiment très bien. Au début, fin des années 80, début des années 90, on va avoir des contestations qui vont se faire jour dans le domaine de la médecine, selon laquelle les médecins, le personnel de santé plus généralement, travailleraient beaucoup à l'intuition, à l'habitude, plus que de manière rationnelle, technique, scientifique, alors que la médecine, c'est censé être quasiment l'incarnation de la science, parce qu'il y a des vies en jeu pour le coup. Donc, pour répondre à ça, va naître une nouvelle approche, qui est l'evidence-based medicine. Donc, on va essayer de rappeler au personnel de santé qu'ils sont censés faire les choses sérieusement et en s'appuyant sur des éléments probants. Bien, là, on est dans un domaine très technique, dans la pratique pure, et dans la mesure où les systèmes de santé vont être présentés à tort ou à raison comme étant en crise, réelle ou imminente, on va essayer de trouver des solutions en s'inspirant de la pratique, en disant mais si la pratique elle peut être régulée de manière scientifique, il est tout à fait logique que les politiques qui régulent les pratiques le soient aussi. Donc on va pouvoir développer des evidence-based, non plus médecine pratique, mais evidence-based policy. On va prendre des décisions publiques sur le fondement de preuves. Alors ça se développe après rapidement dans d'autres secteurs, mais puisque ici il s'agit d'aller chercher dans les sciences sociales la preuve, et plus dans la médecine, comment on fait? Et là on rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Le seul moyen de faire la preuve dans l'esprit des décideurs publics qui ont fait une année de sociologie et une année de sciences politiques, le seul moyen de faire la preuve, c'est de faire de la comparaison. Donc puisqu'il s'agit de faire de l'evidence-based policy, au fond, il s'agit de faire des politiques publiques basées sur la comparaison, puisque l'evidence, c'est la comparaison. Et comme les comparaisons, comme les systèmes de santé sont perçus et présentés comme étant nationaux, pour le coup là, on n'a pas encore lu François Duvet, mon voisin, je digresse. J'ai perdu le fil. Comparer internationalement. Donc, la comparaison, c'est le seul moyen de faire la preuve, et puisqu'on parle de systèmes de santé qui sont structurés, qui sont nationaux, il faut comparer internationalement. C'est le seul moyen de faire la preuve pour aboutir à des politiques publiques qui soient guidées par des éléments probants. Bon, ça, c'est l'objectif officiel dans un monde idéal. Mais si on essaie de voir, de se demander est-ce que ça peut marcher, mais moi ça me rend très sceptique, voire beaucoup plus. En fait, cette idée-là, elle repose au fond sur un mythe qui est donc celui qu'on pourrait adopter et mettre en œuvre des politiques basées sur les preuves. Or, c'est oublier qu'une politique publique
un dispositif public, il est systématiquement, nécessairement fondé en valeurs, motivé par des valeurs. Si on prend, pour donner un exemple, les systèmes de santé, qu'est-ce qui guide de manière rationnelle les choix en matière de politique de dispositifs de santé? On a toujours quelques mots-clés qui reviennent, c'est efficacité, qualité, parfois accessibilité, et j'en oublie un, mais peu importe. Bon d'accord, très bien. Sauf que ces trois objectifs, ils sont assez largement contradictoires. Si on veut être accessible à tout le monde, on ne va pas pouvoir être économe. Si on veut faire de la qualité, c'est pareil, on ne sera probablement pas économe non plus. Donc, il va falloir faire des choix, trier dans la hiérarchie des objectifs. Et ces choix vont être faits sur le principe, sur la base de valeurs. D'accord ? On n'est plus déjà dans du pur rationnel, dans du pur scientifique, j'ai envie de dire. J'ai oublié d'appuyer sur mes petits boutons. Ça m'aidera. Bon, c'est aussi postuler ça que les dispositifs publics sont transférables, c'est-à-dire que ce qui se fait à un endroit peut être fait ailleurs. Alors ceux d'entre vous qui font des politiques publiques ou qui les ont étudiées savent que ça n'existe pas. Que les politiques publiques qui sont importées ou exportées vont être filtrées, traduites, réorientées, modifiées par le lieu de mise en œuvre en fonction des rapports de force, en fonction des valeurs existantes, en fonction du système et donc des interactions avec les autres dispositifs publics, etc. etc. Juste pour là aussi donner un exemple, voyager un peu. Taïwan a tenté très récemment, c'est il y a 2-3 ans, de mettre en place des dispositifs publics pour favoriser le tourisme médical. Donc, pour faire venir des étrangers se faire soigner à Taïwan, faire entrer des devises, faire tourner les hôpitaux privés, et du coup réinvestir aussi dans leur propre système de santé. Mais pour faire ça, ils se sont inspirés de ce qu'ils ont vu ailleurs, essentiellement en Malaisie et à Singapour. Donc, effectivement, les chiffres annoncés par la Malaisie et par Singapour sont hallucinants, c'est des centaines de millions, voire plus d'1 milliard de dollars US qui rentrent dans les caisses du pays grâce à ce système. Donc Taïwan se dit, bah, super, on va faire la même chose. Ils ont même fait des visites sur site en Malaisie, mais c'était oublié que le système de santé et les valeurs attachées à la santé à Taïwan ne sont pas les mêmes que celles de la Malaisie et de Singapour. Pour faire vraiment bref, en Malaisie et à Singapour, on est sur un système, sur un bien de santé qui est considéré comme marchand, un système libéral en matière de santé, alors que Taïwan, c'est un système universel, à l'anglaise, si vous voulez. Le bien, la santé, c'est un bien public. On ne paye pas la santé. Ça n'a pas de coût pour résumer de la sorte. Et donc c'était introduire le tourisme médical, faire payer les étrangers pour accéder aux soins chez soi, à Taïwan. C'était introduire une logique qui ne colle pas à l'esprit, à l'état d'esprit des Taïwanais. Et donc ça a engendré un certain nombre de manifestations, ça a pas mal secoué le Parlement, et ça a produit des conséquences indirectes. Donc on a dû atténuer, adopter le dispositif, et finalement pas du tout emporter ce qui était prévu au départ. Voilà. Donc d'une manière générale, on nous dit dans les tentatives de transfert qui reposent sur ce mythe de evidence-based policy, on oublie la dimension politique des politiques publiques, donc que les politiques elles sont fondées en valeurs. On oublie leur dimension stratégique, c'est-à-dire qu'elles sont le résultat de rapports de force, qui ne seront pas forcément les mêmes à la maison qu'à l'étranger. Et on oublie leur dimension cognitive, c'est-à-dire qu'elles reposent, à la fois au moment de la décision et de la mise en œuvre, sur des représentations qui vont modifier la manière dont elles vont concrètement s'appliquer. Bon, je passe assez vite là-dessus, c'est pas le plus intéressant. Ce mythe, enfin, pourquoi je parle de mythe, c'est aussi, dernière raison, c'est que les comparaisons internationales possèdent de nombreuses failles. Alors vous en avez déjà dit un mot, je ne vais pas forcément être très long dessus non plus. D'une part, et c'est très classique, ces critiques-là, elles sont très classiques, les failles elles peuvent avoir trait aux données
comparer, c'est-à-dire qu'on va comparer, comme on dit, des vessies et des lanternes. Ça, c'est une critique connue, et pour autant réelle, omniprésente en termes Si vous lisez des rapports, des études de l'OMS pour la santé, de l'OCDE, de la Banque mondiale, de l'OMC, de n'importe quel ministère, dans n'importe quel secteur, vous allez trouver des données, des choses comparées, où on compare des vessies et des lanternes. Un exemple. Ça, c'est un extrait, vous voyez, du panorama de la santé. C'est un document qui est produit tous les ans, je crois, par l'OCDE. Voilà, des grands chiffres, des grandes analyses quantitatives. On parle essentiellement de quantitatif ici. Des grandes analyses quantitatives sur les systèmes de santé des pays de l'UE. De formation historique, de l'OCDE. Et l'OCDE résume ces données à partir de schémas tels que celui-ci, d'histogrammes tels que celui-ci. Donc là, il s'agit du salaire des infirmières. On doit à César ce qui est pas César. Donc vous voyez, au Luxembourg, on est bien payé quand on est infirmière, c'est très bien. En Hongrie, ça craint. En France, il vaut mieux pas non plus. Il vaut mieux faire chercheur ou pas. Etc. etc. Bon, ça a l'air chouette. Sauf que ce truc-là, c'est, comment je vais le dire sans être insultant, complètement idiot, ça va ça? Parce que ici, l'OCDE compare des choses qui n'ont rien à voir. Vous avez certains pays qui, parce que les données elles viennent des pays, elles viennent des ministères de la santé, des différents États. Vous avez des pays qui transmettent les données qui ont trait aux infirmières à temps partiel. D'autres qui transmettent les données qui ont trait ou qui incluent ou n'incluent pas les infirmières hautement qualifiées, donc qui sont mieux payées. Vous avez des pays qui ne transmettent pas les données. Et donc on s'appuie sur les données de 1, 2 ou 3 ans par an. Et puis il y a un truc encore pire, j'ai envie de dire, c'est que les tâches des infirmières en Irlande, oui, l'Irlande est dedans, ne sont pas du tout les mêmes que les tâches des infirmières en France. En Irlande, il y a des Irlandais parmi vous qui ont vécu là-bas. En Irlande, une infirmière, elle fait beaucoup de tâches, pratique beaucoup de tâches qu'on qualifierait en France de tâches médicales, qui seraient faites par des médecins. Donc les infirmières irlandaises, ça ne paraît pas illogique qu'elles soient mieux payées que les infirmières françaises. Donc un classement tel que celui-ci, là on parlait du piège du nominalisme tout à l'heure, pour le coup on est en plein dedans. Alors l'OCDE, ils ne sont pas complètement malhonnêtes, ils le disent, un peu. Donc il y a un petit tableau, un petit résumé là, qui est la page précédente du tableau que je viens de vous montrer, et qui dit, bon c'est pas très comparable, voire pas du tout comparable. Mais on s'en tape, on fait quand même un tableau comme ça. Et c'est comme ça pendant 200 pages. Ce qui est aussi récurrent dans les problèmes qui ont trait dans les failles des comparaisons internationales, j'ai pas du tout regardé l'heure au début. Encore 10 minutes. Ok. Bien. Alors, je vais les données, les phénomènes. Les espaces, un mot quand même, parce que c'est un peu l'objet aussi de la journée. Les comparaisons internationales, par définition, elles comparent des espaces nationaux. C'est bien souvent, là aussi, absurde si on essaie d'avoir un raisonnement un peu fin et du coup plus scientifique, ce qui est prétendument le cas ici. Par exemple, les systèmes de santé, les politiques de santé, aujourd'hui, elles connaissent partout dans le monde, je ne crois pas exagérer en disant ça, des dynamiques de territorialisation, des dynamiques de transnationalisation, parce que les systèmes sont de plus en plus interdépendants, et voire, dans certains pays, des dynamiques des processus de supranationalisation, en Europe en particulier, puisque l'UE acquiert de plus en plus de compétences, explicites ou implicites, en matière de santé. Donc comparer des espaces nationaux, c'est étonnant, puisque tout interagit, tout est en interaction. Et ça vaut aussi pour les problèmes de santé, enfin ça vaut pas pour les problèmes de santé, mais
le raisonnement nationaliste, statocentré, peut être aussi absurde pour certains problèmes de santé. Je me souviens d'un ancien responsable de l'OMS qui, dans un entretien, me disait « mais à l'OMS, on produit des données internationales, on est payé pour ça. Sauf que c'est complètement con. » Je cite. Dans le document que je vous ai envoyé, je vais vous couper ça. Mais il dit c'est complètement con parce que vous croyez que l'obésité, les causes de l'obésité dans le Nord-Pas-de-Calais et en Guyane sont les mêmes? Pas du tout. Mais quand on transmet les données, quand nous à l'OMS on les reçoit, c'est voilà, la prévalence de l'obésité en France. Et c'est ça que va comparer l'OMS. Même chose pour les maladies liées à des infections, etc. Donc on va raisonner par étapes, alors que les problèmes de santé, ils ne sont pas forcément pensables dans cet espace-là. Alors je vais, parce que je suis déjà trop long, passer sur les autres failles des comparaisons internationales. Ça c'est intéressant parce que même si c'est complètement idiot, eh ben, ça produit des effets de réalité. Voilà, le salaire infirmier, ça va être utilisé ensuite par des acteurs, ici c'est la CGT, qui va l'utiliser pour dire que les infirmiers en France sont extrêmement mal payés, qu'il faut que les choses changent. Bon, alors, produire des politiques basées sur la preuve, c'est assez illusoire. Les comparaisons internationales sont souvent biaisées, voire totalement absurdes. Et pourtant, dans le débat public, c'est omniprésent. Alors, est-ce que ça veut dire que les acteurs politiques ou les acteurs publics sont tous des débiles profonds? Pas tous. En fait, ils sont motivés par d'autres logiques, principalement, lorsqu'ils mobilisent des comparaisons internationales. Je vais essayer d'expliquer maintenant. Ce qui est, à mon avis, plus intéressant, malheureusement, j'ai été trop long pour le reste. Bon. On peut trouver une première explication des ressorts du pouvoir politique des comparaisons internationales dans leur capacité à pénétrer l'espace public, qui là repose sur différents éléments également. Donc d'une part, il faut repenser au contexte que j'ai brièvement évoqué en introduction, qui est celui donc, de la rationalisation, qui touche aussi le débat public, l'espace public. Ce que cherchent les médias, c'est produire, diffuser des informations neutres. C'est ce qui fonde leur légitimité aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. D'ailleurs, il y a des sociologues des médias dans la salle, vous connaissez, peut-être les sociologues, le fact-checking qui se développe de plus en plus. Donc le fait qu'il y a des cellules, des groupes dans les différents médias qui sont chargés de vérifier les données qu'ils diffusent ou qu'on leur diffuse. Ce qui paraît, enfin moi la première fois que j'ai entendu parler de ça, j'ai halluciné, c'est pas le travail d'un journaliste. Ben non, on va créer des journalistes exprès pour ça. Les décodeurs, je vais en reparler, tous ces copains, il y a la même chose, des intox chez Libé, le Figaro, ils n'ont pas encore, chez ils y travaillent, mais c'est pas encore sorti, et puis il y en a d'autres, ça existe évidemment aussi à l'étranger. Or, dans ce contexte-là, les comparaisons, elles apparaissent scientifiques. Hein, on en a parlé tout à l'heure. Donc elles vont être, avec beaucoup de guillemets, naturellement reprises par les médias. C'est ce qu'ils cherchent, c'est leur ressource principale aujourd'hui. Par ailleurs, les comparaisons, lorsqu'elles sont produites par des organismes internationaux en particulier, elles sont présentées à partir d'un langage qui est le langage scientifique. C'est-à-dire ça. Des choses qui font sérieuses. Des instruments de vérité. Des histogrammes, des courbes, j'en ai pas mis, des cartes, des bulles. Alors on innove régulièrement, mais ce sont toujours des outils qui sont utilisés par les scientifiques. Vous allez avoir des mises en réseau, enfin tout est possible à partir du moment où ça fait sérieux. Donc les comparaisons, elles délivrent une espèce de vérité, et on va voir que parce qu'elles disent la vérité, elles sont des outils merveilleux pour dire des mensonges.
Premier atout de ces comparaisons. Par ailleurs, elles racontent des histoires. Donc là, on est dans l'esprit des médias, pas des acteurs publics. Elles racontent des histoires. Cette fameuse storytelling, ça aussi vous en avez entendu parler, qui est une des dynamiques actuelles qui touche les masses médias. Avec les comparaisons, vous avez un début et une fin. Voilà. Il y a un problème, il y a une solution. Il suffit de regarder qui est en haut de la courbe, qui est en bas de la courbe. Vous avez des bons et des méchants. Celui qui réussit. Le méchant, c'est celui qui ne fait pas ce qu'on lui dit de faire, alors qu'il sait qu'il y a une solution, parce que le premier, lui, a réussi. Donc, ça veut dire qu'il y a une solution qui existe. Celui qui est dernier, ça veut dire que c'est un méchant qui ne veut pas appliquer la solution que le premier a déjà identifiée. Par la même occasion, ça désigne aussi des coupables. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Elles sont, je ne l'ai pas mis sur la slide, mais elles sont aussi concises. Ces comparaisons, avec une comparaison, pour un journaliste, il suffit de reprendre le tableau du rapport d'où il provient. Parfois, ça vient des chercheurs. C'est plus rare, mais ça arrive que les journalistes aillent chercher du côté des chercheurs. Je pense que je n'aurai pas le temps de vous en parler, mais on va y revenir. Donc il suffit de reprendre le tableau, la carte, peu importe, de mettre un titre, et voilà, l'article est écrit. Et c'est concis, ça prend peu d'espace. Dans la presse, à la télévision, c'est moins valable pour la radio. Ça, c'est juste une illustration, prise totalement au hasard. C'est aussi intelligible. L'objectif, c'est quand même de vendre du papier. C'est pas d'informer. Vendre du papier, trouver des auditeurs, des téléspectateurs. Or, tout le monde peut comprendre ça. Vous avez tous compris, même si vous ne pouvez pas lire, parce que c'est trop petit, qu'en haut, en rouge, c'est pas bien. En jaune, c'est mieux, et orange, intermédiaire. Vous avez tous compris que celui qui a comment ça s'appelle? La barre. La barre la plus élevée, soit il est très très bon, soit il est très très mauvais, mais comme on ne voit pas bien le titre, vous n'êtes pas sûr. Et tout le monde peut le faire ça. Vous êtes des chercheurs, vous êtes intelligents, c'est très bien. Mais même ceux qui n'ont pas été formés doivent comprendre ce qu'il y a derrière. Donc ça touche un auditoire large, large. C'est quand même l'objectif des médias de masse. Elles sont peu consommatrices d'espace, c'est un peu ce que j'ai dit juste avant. En fait, sur des médias, ça doit vous faire penser à un terme qui est celui d'excellence graphique. C'est-à-dire que la comparaison, c'est probablement ce qui atteint le mieux l'excellence graphique. C'est-à-dire faire passer un maximum d'idées simplement dans un minimum d'espace, temps ou physique. Et puisque je suis en retard, je ne citerai pas la citation des décodeurs qui m'ont confirmé ça en disant nous on prend des comparaisons parce qu'on n'a plus qu'à mettre un titre. En plus, c'est sérieux. C'est encore plus sérieux quand c'est fait par des organisations internationales ou par des ONG, dont on pourrait aussi discuter. Alors, donc ça explique ce que je viens de dire, pourquoi ça pénètre facilement dans l'espace public. C'est évidemment aussi l'une des raisons de l'intérêt pour les acteurs politiques. Parce qu'il s'agit de pénétrer l'espace public, leurs arguments dans l'espace public. Et si on décale un petit peu le regard, on voit qu'il y a d'autres éléments qui font des comparaisons internationales, des instruments tactiques. Et ici, j'ai mis une petite référence à Bernard Manin. Bernard Manin, il nous dit, ça date un peu, mais c'est toujours valable, que la démocratie du public, dans cette démocratie du public, on a notamment deux dynamiques, deux nouvelles choses. D'une part, de plus en plus d'électeurs flottants, des électeurs qui vont changer d'avis en fonction des élections, et qui vont motiver leur vote à partir d'informations. Pour le dire de manière vraiment concise, on a moins d'électeurs idéologisés. Ils vont motiver leur vote en fonction des informations, donc du coup, l'information rationnelle, donc du coup, qui vont changer le vote de l'information. Or, la comparaison internationale, elle prétend informer
les lecteurs, en l'occurrence quand elle est mobilisée par les acteurs publics et politiques. Deuxième caractéristique qui correspond bien ici à la démocratie du public pour les comparaisons internationales, c'est que auparavant, le message des acteurs politiques passait par des organes non indépendants, des organes du parti, des journaux qui étaient très liés au parti, il en reste beaucoup, peut-être à part l'Humanité en France, mais tous les autres mettent en avant une indépendance, une neutralité. Donc les acteurs politiques doivent utiliser ces nouveaux médias, ces médias plus indépendants pour faire passer leur message. La comparaison internationale, elle se prétend indépendante parce qu'elle se prétend scientifique. Donc elle permet aussi d'intégrer ces canaux. Et alors ce qui est plus rigolo, c'est les comparaisons, c'est pour ça que j'avais parlé d'armes létales, même je parle d'armes nucléaires à mes étudiants, beaucoup là-dessus. Elles annulent, peut-être pas toutes les contre-attaques, mais elles rendent difficile la contre-attaque. Si vous êtes mis à mal par une comparaison, vous êtes mal classé, vous êtes en rouge sur une carte, comment vous pouvez réagir? Le réflexe, c'est de dire, moi je vais sortir une autre carte, où je serai en vert. Seulement, vous êtes dans une posture réactive. Donc ce que vous allez dire, c'est a priori illégitime. Parce qu'on sait que vous allez parler pour vous défendre. Donc vous ne pouvez pas vous contenter de faire comme le premier qui a attaqué. La seule solution, ça va être de développer quelque chose de plus précis. Vous ne pouvez pas juste refaire ça. Il va falloir développer un argumentaire plus précis, plus fin, pour contester ce qui a été annoncé dans le premier tableau, la première carte et compagnie. Mais si vous faites ça, vous perdez l'accès aux médias. Donc, c'est délicat de contre-attaquer quand on a été attaqué par la comparaison. Et dans la même logique, les comparaisons, même quand elles sont complètement stupides, et même quand on l'a dit, même quand on le sait, assez largement, elles vont rester crédibles. C'est le cas avec celle-ci. Je fais presque fini. Vous en avez probablement entendu parler. C'est un classement de l'OMS qui date de 2000, qui a classé la France en tête des systèmes de santé, qui a dit la France a le meilleur système de santé dans le monde. Donc là, c'est même pas 189 pays, c'est tous les pays membres de l'OMS. Très bien, super, on est content. Sauf que 2-3 ans après, la directrice générale de l'OMS s'est excusée pour ce rapport, en disant bon, c'était absurde, ça ne tenait pas la route, ils se sont fait allumer par les économistes, par les chercheurs en santé publique, par les sociologues, par certains politistes, donc dans des tas de revues académiques, tout le monde a dit c'est stupide ce classement, les critères sont faux, sont subjectifs, les données ne sont pas fiables, la comparaison est intenable, etc. etc., etc. Et pour autant, donc je vous dis, la directrice de l'OMS s'est excusée, elle a dit qu'il ne ferait plus jamais de rapport comme ça, ils n'en ont plus jamais fait. Et pour autant, en 2011, vous avez encore ce rapport qui est cité, ici c'est dans un rapport de la ministre du Travail, normal, la politique, mais les décodeurs qui sont censés être des gens sérieux, alors déjà, c'est Le Monde, ok? C'est quand même le journal qui est censé être le journal le plus fiable en France, l'information, le média le plus fiable en France. Et au sein du média le plus fiable en France, on est censé avoir les journalistes les plus fiables qui sont les décodeurs, parce qu'eux vérifient ce qu'on leur dit et ce qu'ils disent. D'accord? Et ces gens-là, ils nous ont dit l'année dernière, en mars, à peine un an, que la France avait le meilleur système de santé. Et ce qui est génial, si vous prenez le temps de le lire, c'est qu'ils insistent vraiment dessus. Voilà, dans les anciens rapports, la France était 3e, mais dans le rapport de 2000, qui est plus sérieux parce qu'il a vu des critères plus qualitatifs, on voit qu'on est premier. Bon. Très bien. Alors, moi ça m'a intrigué, j'ai voulu savoir pourquoi quand même. Pourquoi ce rapport avait été repris. Et j'ai rencontré les décodeurs, là, il y a un peu moins d'un an.
au monde, toute l'équipe. Et ce qu'ils m'ont répondu, donc je leur ai dit, mais en mettant en souvenir, regardez ces études-là qui montrent que ça ne tient pas la route. Ce qu'ils m'ont répondu, c'est ça. Donc ça, c'est un article qu'ils ont publié après notre rencontre, parce qu'ils ont eu peur de ce que j'allais écrire. Ils nous ont dit que, bon, ils vérifient les faits, si je résume, mais ils ne vérifient pas les statistiques. Ce qui veut dire que les statistiques, elles sont plus fiables que les faits. C'est assez effrayant quand même. Or, les comparaisons, elles sont mises en forme à partir de statistiques dans l'espace public. Donc elles ne vont pas être vérifiées, elles vont être encore moins vérifiées, qu'elles sont plus scientifiques que n'importe quelle autre démarche, parce qu'elles incarnent la science. Et en plus, elles sont utiles, en termes presque marketing, pour ces médias. Donc d'où l'intérêt, encore une fois, de mobiliser pour les acteurs politiques ces comparaisons internationales. Ils savent qu'elles ne sont pas vérifiées. On va reproduire ce qui va être dit à travers ces comparaisons. Si bien qu'au final, la plupart du temps, alors moi je vais vous dire même tout le temps, il n'y a pas la moindre exception, mais j'en ai pas rencontré aucun acteur politique qui m'ait dit le contraire, une fois qu'on a vraiment fait connaissance, pas au début, qui va chercher des comparaisons et engager des démarches comparatives pour mieux faire. Systématiquement, on m'a dit, moi, je sais ce que je veux, et je vais chercher des comparaisons qui vont appuyer ce que je veux faire. Vous avez même un parti en France, un des 3 plus grands partis, je ne sais pas lequel, qui dispose d'une personne dont c'est l'unique travail. C'est rechercher des comparaisons qui vont appuyer les positions du groupe politique à l'Assemblée nationale. Ça ne procède pas dans l'autre sens. Donc, voilà, c'est pour conclure rapidement sur l'ASCOM et les VS, on s'en fout. Excusez-moi, je ne suis pas l'objet aujourd'hui de la discussion. Donc, voilà, l'idée de super statistiques, c'est ça. Toutes les statistiques, elles jouent plus ou moins le rôle que je viens de décrire. Mais l'avantage de comparaison, c'est qu'elles sont plus scientifiques que les autres statistiques, que les nombres, et qu'en plus, elles sont plus visuelles, plus dramatiques, plus théâtrales, donc plus newsworthy que les autres nombres, que les autres éléments, les autres instruments qui font science. Au final, donc, elles sont probablement plus des instruments de pouvoir que des instruments d'apprentissage pour les acteurs politiques. Parce que l'apprentissage, ça repose sur une logique aussi d'échange de bonne foi. Donc, on veut bien apprendre à condition que celui qui nous parle de bonne foi. Mais si on sait que les comparaisons, elles peuvent être des instruments de pouvoir, il va y avoir dès le départ une suspicion quant à ce qu'on compte nous apprendre. Donc l'idée que ça puisse être un instrument d'apprentissage, finalement, il n'y a que les chercheurs qui le croient. Voilà. Je vous remercie.